Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'Expérience Inédite, le podcast de OnePoint qui s'intéresse aux territoires sensibles de l'expérience dans nos vies de consommateurs. Depuis des millénaires, les êtres humains ont créé de la valeur en s'échangeant des commodités, des produits, des services. Depuis quelques années, tout s'est accéléré. L'expérience est devenue l'axe majeur de création de valeur. Elle révolutionne nos habitudes, redessine les territoires de la consommation et impacte l'ensemble des secteurs d'activité. Autour de 5 questions, je reçois ici une personnalité forte et inspirante qui nous partage les enjeux et l'impact de l'expérience dans son secteur. Bienvenue dans l'Expérience Inédite, je suis Patrick Walid, partenaire stratégie et innovation chez OnePoint. Pour cette seconde saison, je vous propose de partir à la découverte des nouvelles frontières de l'expérience autour du Web3 et des métavers, pour comprendre le monde qui change en échangeant. On ne vous a jamais dit le client est roi. Il y a une chose qui me met hors de moi, ce sont les mauvais vendeurs. Ce magasin est magique. Si vous aimez être reçu comme un chien dans un jeu de quilles... Vous êtes dans la boutique idéale pour ça, monsieur Louis. Ouvrons le magasin. Je pense que tu touches un point super important parce que dans tous ces sujets-là, il y a quand même parfois de l'anxiété, il y a de la hype, il y a des trucs qui fonctionnent, etc. Et on est bien là aujourd'hui pour parler de ça, de sortir de la hype pour essayer de trouver des sujets concrets. Et là, tu nous donnes une voie super intéressante. Tu nous disais L'Oréal notamment, enfin toutes les marques qui avaient une brand equity super forte se sont vues désapproprier déjà dès le Web 2 avec les influenceurs, etc. totalement leur marque. Ça appartenait à quelqu'un d'autre finalement. Est-ce que les marques avaient à communiquer n'était pas aussi important quand les marques le disaient parce que c'est de la publicité, parce que etc. Ça a perdu de la légitimité, de la crédibilité. Donc ça s'est fait réapproprier par des utilisateurs qu'on retrouve maintenant, enfin de manière totalement décentralisée dans le Web 3. Ils sont appropriés ça, donc c'est très anxiogène pour les marques, ce mouvement-là qui prend du temps. Enfin, elle prend du temps pour les marques à le comprendre et essayer de lutter contre ça. Mais quand tu nous donnes l'exemple de Nike, tu nous dis, mais il y a une promesse énorme. C'est que ce lien que vous n'avez jamais eu ensemble, avec les clients, ce que tu disais sur les 20% de connaissance de ce que j'ai acheté chez Nike, en fait, vous allez pouvoir le faire maintenant avec le Web3, alors qu'avant, c'était pas possible. Et puis après, il y a plein de choses à imaginer autour, quoi. C'est-à-dire que là, moi, c'est un premier exemple, mais moi, ce que je trouve assez extraordinaire, en fait, c'est que toute cette création d'écosystème, c'est un écosystème qui va rééquilibrer, en fait, les choses entre donc marque et client, sans intermédiaire, mais aussi c'est une grande révolution pour les créateurs. Et moi, je compte les marques dans les créateurs, parce que aujourd'hui, voilà, notamment dans la mode, etc., et Nike, c'est un autre exemple aussi. C'est un créateur de plein de choses. Et en fait, parce que le sujet important, enfin il y a un double sujet à mon sens, enfin un triple sujet. Le premier, c'est quand même de faire en sorte que l'accès à ces technologies soit facile, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. N'importe qui a essayé de créer, d'acheter du Bitcoin, d'acheter du ETH, lancer son MetaMask ou créer son compte sur Ledger ou avec ses seed phrases et ses recovery phrases, etc., c'est pas simple. Donc là, il y a un vrai sujet là-dessus que l'écosystème doit résoudre et travaille à résoudre d'arrache-pied. Mais il y a une accélération de la simplification. Ouais, j'espère. Mais enfin, il y a encore pas mal d'étapes à passer. Mais en effet, ouais. Et puis moi, ce que je me dis toujours, c'est que entre les investissements qui sont faits, parce qu'il y a encore beaucoup de dry powder au niveau des fonds, et tous les cerveaux en fait qui viennent vers le Web3, je parle pas du mien, mais je parle plus des ingénieurs, etc. Et il y avait une stat qui disait qu'il y a 61% des ingénieurs qui développent dans le Web3 aujourd'hui, ils ont rejoint des aventures en 2021, donc ils ont que 1 an d'expérience sur ce sujet-là, mais il y a quand même une vraie peut-être pas encore une fuite, mais il y a quand même beaucoup de gens qui veulent aller développer dans cet écosystème-là. Et ça, c'est ce qui va permettre de créer les use cases. L'autre point, forcément, et c'est mon sujet à moi, ou notre sujet à nous, c'est la sécurité. Parce que, donc, pour revenir au sujet de la peur de mettre sa carte en bleu en ligne et autres, donc il faut créer un écosystème qui soit simple d'accès et qui soit secure. Ça, c'est clair. Mais après, moi, je pense que donc la révolution pour les créateurs, c'est aussi cette révolution donc de créer plus d'équité, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'équité pour les créateurs, quels qu'ils soient. Ça va de l'App Store où si je suis développeur d'application, je dois donner 30% à Apple pour utiliser mon appli. 30%, c'est plus que ce que prend la mafia. Donc quand la plus grande boîte du monde prend plus... Qu'est-ce que prend la mafia ? Ouais, bien sûr, j'ai pas mal de potes dedans. C'est une autre vie encore. Non mais surtout, j'ai vu les Sopranos 10 fois, c'est pour ça que je sais. C'est ma série préférée. Donc là, il y a un problème quand même.
Et à la rigueur, 30%, c'est pas tant que ça, parce que je pense que YouTube prend 55% aux créateurs, et puis surtout prend 55% aux créateurs et peut décider du jour au lendemain, ah ben, je te ferme ta chaîne parce que tu as fait tel post, etc., anti-Covid ou je sais pas quoi. Et donc ça, ou dire, ah ben, le partage des revenus, c'est plus 25% pour toi, c'est X et ils peuvent rien faire. Et le pire, et alors c'est pas complètement de leur faute, donc machin, mais c'est dans la musique, où sur les 4 milliards de dollars que Spotify reverse aux maisons de disques, il y en a 16% qui vont aux artistes. Moi, je me dis quand même, 16%, c'est pas génial, quoi. 84%. Pas révolutionnaire par rapport au modèle historique de la musique, où il y avait des impresarios, des maisons de disques, etc. Mais sauf que ça a changé. Alors justement, ça, c'est un point majeur sur la décentralisation ou sur la réappropriation par chacun d'entre nous ou par les acteurs ou par les artistes, par ce que tu appelles les créateurs. Quelle est ta vision de cette réappropriation par des individus ou par des petits groupes d'individus pour passer à ce qui était le monde des plateformes à autre chose? Parce que les YouTube, etc., ou l'App Store, ils peuvent facturer ça parce qu'il y a une justification d'avoir centralisé, d'être devenu, comme Amazon aussi, qui prend des commissions évidemment sur la marketplace, parce qu'ils sont incontournables. Ils sont devenus la destination. Et si on veut vendre, si on veut commercialiser une app, il faut bien aller sur Google Store ou Apple Store. Donc, ou sur l'App Store, pardon. Comment, dans ta vision, on va créer un modèle de valeur dans lequel on va pouvoir répartir ça ou décentraliser ça pour prendre un terme Web3? C'est sûr que la valeur... Déjà, moi, je ne pense pas que le Web3 va remplacer fondamentalement le Web2. Je pense que ce sera une couche en plus du Web2, mais je pense que les plateformes resteront des moyens en fait, d'aller découvrir des choses, parce qu'en effet, la centralisation elle est importante. Puis, d'une manière ou d'une autre, ce que les plateformes peuvent faire grâce à leur taille, que ce soit en termes de puissance de serveurs, etc., des plus petits, un artiste, il ne pourra pas faire la même chose, ça c'est sûr. Mais ce qui est possible de faire, et on commence à voir déjà des choses autour de ça, c'est par le biais de la tokenisation, c'est d'intégrer en fait à sa communauté. Et il y a un très bon papier que je vous invite tous à lire qui s'appelle 1000 True Fans, qui parle exactement de ça. C'est-à-dire que, et derrière, ça peut être 1000 True Fans, qui vont être les gens qui sont prêts à acheter tout ce que tu fais. Donc je suis Bruce Springsteen, alors il y en a plus que 1000, mais même un petit artiste aura probablement 1000 vrais fans. Et après, il y en a peut-être 10 000 qui voudront 10% de ça, et puis 100 000 qui voudront 1% de ça. Et donc on peut créer le token permet aussi de créer différents levels de tokens, et on peut dire ce token-là il donne accès à ça, ce token-là il donne accès à ça. Et après derrière à dire que l'ensemble de la communauté qui va consommer entre guillemets le produit créatif qui aura été fait, et le produit créatif ça peut être un produit physique, ça peut être une chanson, ça peut être un film, ils pourront bénéficier aussi du succès en fait du produit. Donc il y a aussi cette volonté de dire si je crois en cet artiste, j'ai envie d'investir en lui, donc quelque part en achetant le token je l'aide à créer. Et Spike Lee là qui est un grand créateur, il vient de faire ça, il vient d'annoncer ça où il va donner 5% en fait donc il crée un token que vous allez pouvoir acheter. Et ce token, en fait, donnera 5% des revenus sur ses 5 prochains films. Alors, c'est un risque parce qu'il peut arriver quelque chose. Peut-être qu'il va plus du tout être créatif ou il peut mourir. Et dans ce cas-là, le token, il vaut plus rien. Mais si jamais il sort 5 films incroyables qui font un box-office de dingue, moi, en tant que token holder, je vais bénéficier en fait de ça. Parce que c'est complètement révolutionnaire, ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, c'est complètement centralisé aussi avec une maison de production qui va donner X millions, etc. Je pense que pour parler aussi de révolution de production, si je reprends l'exemple de Sandbox ou de Minecraft ou de Roblox, etc., ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ces jeux-là, ils permettent à tout le monde de créer. Aujourd'hui, n'importe qui d'entre vous peut aller dans Sandbox et aller créer des choses dans Sandbox ou dans Minecraft ou dans Roblox. Alors, là, je vois pas beaucoup de très 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 jeunes. Moi, j'ai des enfants qui sont très très jeunes. Désolé. Je dis 15 ans. 15 ans, il n'y a personne de 15 ans ici. Voilà. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est en train de créer, et tu le sais aussi, parce que c'est le cas avec tes enfants, une nouvelle génération de créateurs. Et ils sont... Alors, nous, on leur gueule dessus en disant « Mais qu'est-ce que tu fous sur ton écran toute la journée ?» Mais en fait, oui, ils geekent beaucoup et ils consomment beaucoup de trucs qu'ils ne devraient pas consommer, mais ils créent aussi.
Et même quand ils consomment du TikTok, ils vont aller créer derrière parce qu'ils vont aller faire la recette ou je sais pas quel comment s'appelle le truc là, bon, peu importe. Ouais, voilà, le slime, ils vont aller faire du slime et machin. Donc merci. Et ce qui est hyper important là-dedans aussi, c'est que donc on est en train de créer une génération de créateurs, et on ne sait pas ce que ça va donner, mais je pense que ça va être assez intéressant. Mais l'autre chose aussi, c'est que tous les créateurs, donc Spike Lee, mais les artistes, les musiciens, les designers de fashion, etc., ils veulent aller vers ça parce qu'ils disent ouais, c'est génial, quoi. Si je peux finalement toucher ma communauté en direct et pas prendre 0,001 centime, mais peut-être beaucoup, beaucoup plus, ils vont y aller. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que toute la culture, la musique, le sport, le jeu vidéo, la mode, etc., veut aller vers le Web3. Et si tous les créateurs y vont, derrière, les utilisateurs iront aussi. Moi, je pense que c'est la porte d'entrée du Web3. Pour beaucoup, ça va être ça. Ce que je parlais de l'importance pour les marques, mais et ce que je disais tout à l'heure, je disais le sujet, c'est est-ce qu'il y a la masse critique, en fait? Est-ce qu'il y a suffisamment de gens dans le Web3? Aujourd'hui, non. Il doit y avoir 50 ou 100 millions de personnes. C'est pas mal, mais c'est pas 1 milliard. Mais par contre, l'accélération, elle est au niveau de ces créateurs qui veulent venir sur ces plateformes. Et une fois qu'ils y seront, les utilisateurs suivront. Et donc là, on parle. Alors, parce qu'encore une fois, pour recentrer sur le sujet qui était celui d'aujourd'hui, c'est retrouver des business cases concrets. Ce que tu nous dis, c'est que, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la partie désappropriation de la marque, et pourtant derrière ça, donc il faut accepter ça. Il faut embrasser ce mouvement, et il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas le choix. Et accepter une réappropriation dans un autre univers qui est complètement décentralisé, où chacun devient producteur de quelque chose, ou propriétaire aussi de quelque chose, puisque c'est bien votre sujet avec les wallets et l'identité numérique. Ouais, la révolution de la propriété, à mon avis, c'est la chose la plus importante. Ce que font ces tokens-là, c'est ça. Et ce qui est intéressant derrière, c'est le smart contract qui dit, en effet, que Patrick Walid est propriétaire de telle ou telle chose, tel ou tel token. Et jusqu'à présent, la seule chose qu'on pouvait avoir sur Internet à soi, c'était un nom de domaine. C'est la seule chose qu'on pouvait acheter. Le reste, on le loue. Et là, pour le coup, on a vraiment créé la rareté digitale, et on a créé surtout l'ownership digital. Par rapport à ce que tu dis sur les marques, tu vois, ce qui va être intéressant, c'est aujourd'hui, elles font des deals avec les influenceuses et autres pour que les influenceuses mettent en avant leurs produits. Mais demain, pourquoi est-ce que la marque, elle se dit pas, moi en fait je crois vraiment en ce filmmaker ou en ce développeur de jeux vidéo, etc., et je vais acheter son token parce que j'ai envie d'être investisseur dedans. Donc déjà, ça peut être un investissement qui va pouvoir être potentiellement lucratif, mais qui est une première étape pour faire un autre partenariat qui va être, tiens, toi, dans ce jeu-là, tu pourras développer un corner L'Oréal, par exemple. Donc je pense que c'est ça qui va être hyper intéressant aussi, c'est la marque qui va, au lieu que ce soit juste un échange monétaire, si je donne de l'argent et en échange d'un service, la marque devient actionnaire en fait quelque part de l'influenceur ou du créateur avec lequel elle a envie d'engager. Donc ça, c'est hyper nouveau aussi. Et ouais, c'est encore une fois une nouvelle manière de travailler. On voit que c'est pas juste une révolution technologique quelque part, c'est une révolution évidemment des usages parce qu'on ne va pas consommer de la même manière. Là, tu nous donnes encore une autre dimension dans la manière, enfin dans les règles qu'il faut s'approprier, qui ne sont quand même pas les mêmes. Et une fois de plus, là, c'est des idées que je donne, mais je pense qu'il y en aura des bien meilleures que celles-là. Et aussi après, en fonction de comment est-ce que les utilisateurs vont s'approprier ça, comment est-ce qu'ils vont vouloir engager en fait avec ces créations, comment est-ce qu'ils vont vouloir engager avec les marques. Et après, pour revenir à ce que je disais sur le Metaverse, comment est-ce que technologiquement ça va être représenté. Mais la révolution de base et qui est latente en tout ça, c'est la blockchain, c'est la propriété digitale et aussi l'interopérabilité qui existera entre ces mondes, qui est à mon avis hyper importante, d'où l'importance du wallet, etc. dans cet écosystème. Tu parles du lien entre les marques et leurs clients, usagers, spectateurs, que sais-je. Ça reste un intangible. C'est-à-dire que tu parles de l'engagement d'une marque, de l'expérience dont on parle ici depuis très très longtemps chez WinePoint, on avait déjà même parlé ensemble. L'expérience que les marques ont à vivre avec l'histoire d'amour qui doit exister entre une marque et ses utilisateurs, clients, etc. Ça, c'est l'intangible.
Maintenant, ça se traite pas de la même manière. C'est pas les mêmes. Ouais, je pense. Tu t'y connais en histoire d'amour. Une fois de plus, à réinventer. Je pense que ça a été réinventé d'une certaine manière avec le digital. Enfin, pas d'une certaine manière, ça a été réinventé avec le digital. Et je pense que là, ça va être réinventé. Alors, et une fois de plus, avec l'expérience du digital qui va beaucoup aider. Je pense que les révolutions, elles seront plus simples quelque part parce que je pense que l'expérience que toutes les marques ont dû vivre sur les 20 dernières années vont beaucoup leur servir pour les 20 ans à venir. Après, c'est vrai que ça fait... Moi, je me disais souvent, quand j'étais chez Google, avec tout ce qu'on lançait comme nouvelles fonctionnalités, etc., de manière assez très rapide, parce qu'il y avait beaucoup d'ingénieurs qui étaient très créatifs, je me disais, waouh, ça doit être hyper dur en fait, d'être chez l'annonceur aujourd'hui. Parce qu'avant, j'avais la radio, l'affichage, la télé, et c'était hyper simple, et c'était du plug and play, et je savais comment faire. Et là, maintenant, je suis obligé d'abord de comprendre les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles choses que je peux faire. Et puis après, je dois apprendre à les utiliser et voir comment elles marchent et autres. Donc ça va être très anxiogène, en fait, parce que c'est une remise en cause permanente. Après, ça peut être intéressant aussi. Moi, je trouve ça intéressant. Et là, on est un peu dans cette même logique, mais avec à la différence, et c'est aussi ça, cette logique de décentralisation, c'est que dans la logique d'avant, dans la logique Web 2, c'est je suis Google, je suis Facebook, et je vais aller voir L'Oréal ou la VMH et leur dire, bah voilà, tiens, on a ça, vous pouvez faire ça, et quelque part, je vais les tenir par la main pour le faire. Et là, aujourd'hui, les marques, elles vont devoir être actrices elles-mêmes de cet écosystème et elles vont créer, et on le voit, hein, il y en a quand même beaucoup qui déjà créent des collections de NFT, qui vont créer des mondes virtuels et autres. Et donc, elles deviennent vraiment actrices elles-mêmes. Et donc, il faut apprendre encore plus, il faut développer des compétences en interne encore plus. Donc, c'est un challenge encore plus fort que celui du Web 2. Et elles sont encore plus engagées dans l'engagement. Il y a des marques, effectivement, tu parlais tout à l'heure de, OK, il y a des campagnes CRM, ça existe depuis 20 ans, les emails, ça existe depuis 20 ans, mais il y a quelque chose de plus direct, quelque part, malgré cette virtualité. On pourrait imaginer un éloignement. Toi, tu dis, au contraire, on peut voir un rapprochement entre les marques et les clients. Je pense complètement. Je pense qu'il y aura un rapprochement et je pense qu'il y aura aussi une richesse d'expérience qui sera beaucoup plus forte que ce qu'on peut faire avec un spot de 30 secondes. Et moi, je pense qu'il y a déjà eu on l'a vu quand je disais entre les 0,1% qu'il y avait en digital et les 70% qu'il y a aujourd'hui. Je pense qu'il y aura aussi un switch là. Et qu'on va aller vers un autre type en fait de communication. Ce qui sera compliqué aussi, parce que ça veut dire que pour faire découvrir des choses, découvrir des nouveaux produits ou découvrir des nouvelles marques, ça nécessitera beaucoup de choses, mais on le voit déjà dans tout ce qui a pu être fait avec les direct-to-consumer brands, etc., qui leverage Instagram et plein d'autres plateformes pour le faire. Et ben, il y aura des direct-to-Web3 brands ou des Web3 direct brands ou des metaverse brands aussi. Et je sais qu'il y a plein de gens qui y réfléchissent déjà aujourd'hui, des créateurs de mode qui disent, moi je vais faire que du digital, je vais faire de la mode digitale. Ça marchera pas, je sais pas. Mais et l'autre chose aussi, qui est importante quand je parlais de gaming et autres, et qui est un peu compliqué pour nous, en tout cas ma génération à voir, mais c'est en voyant les enfants, à mon avis, qu'on s'en rend compte, c'est que les 5 milliards de dollars qui ont été investis dans Fortnite l'année dernière, c'est que pour des biens digitaux. Et c'est la manière qu'ont les gamins de 14-15 ans de signaler des choses à leur communauté. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire avec la musique, parce qu'on n'achète plus de disques. Et je ne vais pas dire, tiens, regarde ma playlist Spotify, quoi. Donc, mais par contre, je vais dire, tiens, regarde ma super sword ou ma super skin sur Fortnite. Et moi, je me suis fait cette réflexion-là, de me dire que moi, mon argent de poche que je gagnais en babysitting, je le dépensais en disques. Et mon fils, il le dépense en skin Fortnite. Mais donc, ça veut dire que il y a une révolution de créateurs, donc ils deviennent créateurs, mais si dans leur mindset à eux, la logique d'avoir des biens digitaux et d'avoir l'équivalent des fringues digitales, on va dire, c'est hyper normal pour eux. Ça l'est pas pour nous et ça l'est probablement pas pour les interlocuteurs à qui on parle, mais c'est pour les générations d'après. Et la génération d'après, c'est leurs clients de demain, donc ils ont intérêt à préparer le chemin. Non, c'est pas plus absurde d'acheter une fringue digitale aujourd'hui qu'une fringue chez Zara ou chez... C'est peut-être moins absurde même, d'ailleurs. Ouais. Peut-être. Avant de prendre les questions des gens qui nous écoutent ici ou à distance, une dernière question, peut-être ta vision sur... c'est dommage parce qu'on parlait d'amour, on a trouvé finalement un fil rouge qui était celui de l'amour et du rapprochement entre tout le monde, mais j'ai parlé d'argent. Amour et argent ne font pas forcément bon ménage. Mais ton avis sur
sur justement ce qui se passe avec les cryptos aujourd'hui, tu as esquissé un petit peu la question tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est en train de se dégonfler très très fortement. Tu nous faisais pressentir qu'il y a une opportunité quand même d'aller sur ce sujet-là. On a parlé de tokens, on a parlé NFT, on a parlé wallet, on a parlé métaverse. Sur le sujet typique des cryptos, quelle est ta position en toi, ta vision en toi? Tu veux que je te donne des conseils d'investissement? Parce que j'en donnerai pas. Vas-y. Non, je pense. Pour l'instant, tu as fait des bons choix en tout cas dans ta carrière. Je ne sais pas si tu as vendu tes actions, c'est dommage. Mais... En fait, c'est assez intéressant parce que ce qui se passe, il y a plusieurs choses qui se passent sur les cryptos aujourd'hui. Mais la première chose qui se passe, c'est ce qui se passe dans le monde en général, parce qu'il n'y a pas que les valeurs crypto qui ont des problèmes. Toutes les valeurs tech sont très chahutées en bourse aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une corrélation entre les deux, parce qu'il y a cette logique de se dire que quand il y a beaucoup d'inflation, qu'il y a beaucoup d'inconnus, etc., on n'a pas envie d'aller vers des investissements qui sont, entre guillemets, considérés comme pas dangereux, mais en tout cas des prises de risque. On a envie de revenir vers des choses de base. Donc, ça, à mon avis, forcément, ça a un impact sur l'écosystème. L'autre chose, c'est qu'il y a eu, avec le foisonnement et le développement qu'il y a eu sur les dernières années un peu frantiques, il y a eu aussi des très mauvais paris qui ont été faits. Et il y a certaines entreprises, donc vous avez entendu parler de Luna ou de Celsius. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais en tout cas, c'était des modèles qui n'étaient pas sains dès le départ. Et donc, à un moment ou à un autre, quand il y a une crise, ces modèles pas sains, ils tombent. Et moi, je me dis qu'en fait, c'est un mal pour un bien. C'est un mal parce qu'il y a quand même plein de gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Luna, c'est 40 milliards de dollars c'est l'équivalent de Lehman Brothers en perte. Et donc, il y a plein de gens qui ont perdu plein d'argent, dont leurs économies, etc. Et ça, c'est pas drôle du tout. Mais par contre, ça permet aussi d'assainir un peu l'écosystème et de faire en sorte que les modèles qui fonctionnent restent et les modèles qui fonctionnent pas partent. Après, ce qui est dommage aussi, et c'était le cas d'ailleurs avec la chute en 2000 de l'e-commerce, avec la bulle Internet, c'est qu'il y avait plein de super projets qui sont tombés alors qu'ils auraient pu rester. Pets.com, Webvan, Cosmo, c'est 3 super modèles qui existent aujourd'hui, qui ont été refaits, mais c'est 3 boîtes qui sont mortes avec plein de gens qui étaient dedans et qui ont perdu leur job, etc., etc. Et là, c'est ce qui va se passer aussi dans les cryptos. Dans l'année qui vient, il y a des super projets qui auraient pu voir le jour et qui ne verront pas le jour. Mais dans la direction, elle reste bonne. Et la direction de décentralisation, elle reste bonne. Et la révolution de la blockchain et des cryptos, elle reste réelle. Donc moi, c'est ce en quoi je crois. Alors forcément, je suis un peu subjectif parce que je travaille chez les Ledger, donc je ne vais pas dire que je ne crois pas en crypto. Mais fondamentalement, je pense que dans l'écosystème et quand on voit aussi toute la créativité qu'il y a autour, les choses vont rester. Et voilà. Et je pense qu'il faut. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les projets des marques, alors peut-être qu'elles ne vont pas aller aussi vite qu'elles seraient allées, elles attendent un peu de voir certaines choses, mais il n'y a personne qui dit ah ouais non, finalement on ne va plus développer dans le Web3. Tout le monde veut développer dans le Web3 et tout le monde voit l'opportunité que ça peut représenter. Et au contraire, moi je pense que c'est une opportunité aussi, donc ça va assainir les projets Web3 et ça va aussi permettre aux marques peut-être de se poser les bonnes questions et d'y aller un peu moins vite, mais un peu mieux et un peu plus intelligemment, parce que quand tu me disais, quand tu posais la question de ce qu'elles font peut-être pas bien, c'est que c'est vrai que c'est aussi des mécaniques qui sont super différentes. Donc on peut pas dire, même si je suis la marque la plus désirable du monde, tiens, je fais un drop NFT. Il faut qu'il y ait une histoire derrière. Les drops NFT qui fonctionnent, les communautés NFT, les Moonbirds, les Proof, les Bored Apes, les Doodles, etc., ils fonctionnent parce qu'ils ont vraiment créé un narratif derrière et ils ont créé une communauté. Et moi, c'était hyper intéressant. Pardon ? Un engagement. Ouais, un engagement. Et c'est hyper intéressant. C'est des nouvelles marques. Et il faut les voir comme des marques. C'est-à-dire que Bored Apes, c'est une marque. Alors, est-ce qu'elle va durer ? Est-ce que Bored Apes, ça existera encore dans 10 ans ? Je ne sais pas. Ils ont un vrai challenge, en fait, comme une marque aujourd'hui qui, si on prend l'exemple de la mode, qui, à chaque saison, doit se remettre en cause, trouver les bons designs, les bonnes couleurs, les bonnes choses. Et les marques meurent. Il y a plein de marques qui meurent. Il y aura plein de projets NFT qui mourront. Et le sujet, c'est comment ils... Mais ce qui était hyper intéressant, moi, en allant à ces soirées à New York, ou ces drinks et autres, c'était de voir que, en fait, on n'était pas toujours dans le même monde. C'est-à-dire que chaque monde, en fait, est hyper différent. Donc la communauté, c'est pas juste une communauté de fans de NFT,
parce que la communauté de Moonbirds, elle n'a rien à voir avec la communauté de Bored Ape, qui n'a rien à voir avec la communauté de Doodle ou de Swiggle, etc., etc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a quelque chose qui se crée autour de ça. Et après, à voir comment est-ce que les marques peuvent soit créer leur propre communauté ou participer d'une manière ou d'une autre à la création de ces communautés-là. Qui sont un peu les nouvelles marques de demain, mais qui aujourd'hui ont pas. Enfin, mais après il y a tout. Enfin, c'est un autre sujet sur le licensing et autres, parce que ce qui est hyper nouveau, c'est qu'elle donne en fait. Moi, si j'ai un Bored Ape, j'ai la licence de ce Bored Ape, et pareil sur Moonbird. Et ça aussi, ça va créer plein de nouvelles choses. Je ne fais que défendre mes droits de consommateur. On ne peut point les goûter, c'est du volement. Vous avez dénaturé le produit. Un bon vendeur a toujours un sourire sincère. Le client est roi, et le client, c'est vous.